toi, Luc? Oui, j'ai une vision sur la Russie et plus généralement, enfin, nous, à un P6R, une perspective de la 6e République, on a une analyse de la situation qui est que nous allons vers la barbarie. Et dans tous les domaines, dans plein de domaines, et notamment la décadence de l'Occident, c'est une des dimensions de la barbarie. Mais la guerre, et la guerre nucléaire notamment, en est une autre, et je dirais c'est la forme ultime. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de tout à fait important, car nous sommes dans une situation où en fait la course aux armements a repris de façon considérable dans tous les pays, y compris en Russie, mais y compris bien entendu dans les pays occidentaux. Il faut savoir que le budget militaire américain est l'équivalent des 10 autres budgets des 10 autres pays du monde entier qui suivent. D'accord? Donc c'est énorme. À lui seul, il totalise les 10 autres qui suivent dans le classement des armements mondiaux. Donc on est vraiment à un niveau d'armement qui est considérable. Et il y a une fin de plus en plus, notamment pour les armes à portée intermédiaire, nucléaires à portée intermédiaire, qui sont des armes extrêmement dangereuses et qui peuvent être déployées en Ukraine, justement, par l'OTAN, et qui mettent en définitive Moscou à 4 minutes de ce genre de missiles. Et c'est ça l'enjeu de la guerre, de la tension aujourd'hui, c'est que l'OTAN ne puisse pas déployer ce genre d'armes qui mettrait la Russie Moscou à 4 minutes d'une première frappe qui serait complètement destructrice et qui obérerait la capacité de riposte. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. C'est exactement l'équivalent de ce qui s'est passé en 1960, au début des années 60, avec la crise de Cuba, avec les missiles qui pouvaient, de Cuba, atteindre New York en quelques minutes également. Donc là, je pense quand même qu'il y a un danger, ce que nous on appelle la barbarie, qui est très important. Sachant que ça se place dans un contexte où on est en train d'évoluer d'un monde unipolaire, avec les États-Unis d'Amérique qui dirigent, qui était la puissance qui dominait totalement le monde, le gendarme du monde, comme on disait, à un monde multipolaire, avec la Chine, etc. Et donc, il y est toujours tentant, et c'est notamment Alain Juillet qui dit ça, qui est un spécialiste des questions justement stratégiques, ancien militaire, que c'est très dangereux lorsque une puissance descendante, comme l'est les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, est en train de croiser une puissance montante, comme l'est la Chine aujourd'hui, et avec son allié très fort, vous le disiez Nina tout à l'heure, qu'est-ce qu'est la Russie, hein, ils font bloc tous les deux, et donc la tentation est très forte d'utiliser justement les moyens militaires lorsqu'on les a encore à sa disposition. Donc je pense que la situation globalement elle est très dangereuse. Est-ce que là, pour l'Ukraine, précisément maintenant, est-ce qu'il y aura une guerre? On ne le sait pas, ça dépendra aussi beaucoup quand même de ce que feront les Ukrainiens, c'est-à-dire de ce que fera Zelensky, parce qu'il est dans une situation intérieure assez catastrophique. Et donc, la tentation de la fuite en avant est tout à fait possible. Donc, ça, là, pour le coup, on ne sait pas. Voilà. Mais voilà. Je dirais que ça s'inscrit dans cette tendance à une barbarie qui Je te remercie en tout cas, Luc, de ton approche effectivement sur les problèmes que nous rencontrons là actuellement. Ce soir, nous avons comme invité Luc Laforêt. Alors, vous savez, j'ai eu du mal à le faire venir dans cette émission parce que je ne vous cache pas que je suis un peu contre ce système, mais je pense qu'il faut aussi comprendre, puisque nous, au niveau des organisations, nous souhaitons que ce soit le peuple qui reprenne, bien sûr, son destin, mais il faut aussi donner la parole à des gens comme Luc, et nous donnerons la parole aussi à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que on joue au jeu de farce et attrape dans l'histoire de cette présidentielle. On sait très bien qu'on n'a aucune chance. Les médias ont même créé un nouveau candidat. Si tu as eu toute cette chance, je pense que vous savez de qui je parle, mais je citerai oui, pas son Monsieur nom. Zemmour. Voilà, donc si on avait donné cette chance à Luc Laforêt et toute cette médiatisation, peut-être que tu aurais eu une chance pour aller à la présidentielle. Alors, tu es un homme courageux,
Et D'ailleurs, on c'est devait pour en cette parler. raison que je suis très heureux de t'inviter pour cette première. Et donc, je te donne la parole et présente-nous ton projet pour que l'ensemble des gens qui nous regardent puissent te connaître. Bah, ça tombe très bien parce que ce que vous venez de dire, tant toi Bernard que Christophe, en fait, c'est un peu la genèse du projet. C'est-à-dire, c'est vraiment de donner un espoir. Ce que tu viens de dire, Christophe, Bernard, il faut donner un espoir, et c'est vraiment à la genèse d'une perspective de la 6e République, c'est ça. C'est de se dire, il faut être optimiste, il faut résolument essayer de donner un espoir face à cette barbarie qui monte, eh bien, donner un espoir, donner une perspective. Et ça, cette perspective, c'est pas simplement en France, effectivement. Il faut que ça soit quelque chose qui rayonne. Moi, c'est ce que j'appelle des nouvelles lumières. Et il faut que ça soit quelque chose qui rayonne, en France, évidemment, mais aussi à l'international. Je crois que c'est tout à fait possible. Et le rôle de la France, justement, qui rayonnait par ses droits de l'homme, bien par les lumières, bien, je crois qu'il est temps d'allumer des nouvelles lumières. Et ce que disait Christophe est prolonge ça, puisque ceux qu'on appelle des complotistes, en définitive, en fait, c'est des gens qui ont cessé de regarder la télévision et qui, du coup, ont allumé leur cerveau. Et parce qu'ils s'informent autrement, ils essayent de réfléchir par eux-mêmes. Alors forcément, parfois, ça peut partir dans différentes directions. Bon, ok, mais ça, c'est l'apprentissage, c'est la vie, c'est le débat qui va faire que de tout ce bouillonnement, bon, il y aura des trucs qui seront plus ou moins pertinents, mais c'est pas grave. C'est au moins, on est sorti du système et on est sorti de la chape de plomb dans laquelle 80% de la population est encore aujourd'hui. C'est quand même ça qu'il faut savoir. Et c'est la division. Et avant de rentrer dans une perspective de la 6e République, je pense que c'est vraiment l'enjeu actuel. L'enjeu actuel, la désintégration de l'Europe notamment, c'est l'enjeu qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'il y a un réveil des peuples qui est évident, qu'on a vu, mais qui s'est matérialisé avec le Brexit, bien évidemment. Mais par rapport à ça, la mondialisation et l'Europe qui en est le bras armé sur notre continent, l'Union européenne, ils visent à détruire les nations. Luigi le disait tout à l'heure pour l'Italie, avec ses formes très particulières et très intéressantes justement de tissus économiques, de PME, de petites et moyennes entreprises qui étaient uniques au monde quasiment, enfin à ma connaissance. Et aussi avec les aspects culturels, chaque pays avec sa particularité. Il faut détruire les cultures, il faut détruire les langues. C'est ça aussi la barbarie. Et c'est contre ça qu'il faut lutter, en donnant un espoir, pas simplement en étant, comme on parlait de Zemmour, en étant justement dans le passéisme et en se disant on va revenir en arrière, on va revenir il y a 50 ans en arrière. Ça n'arrivera jamais. Ça n'existe pas, ça. L'histoire, elle avance, elle revient jamais en arrière. Donc, c'est vraiment l'enjeu. Et là, va y avoir la bataille entre les gens, justement, nous, les peuples, justement, qu'on veut tuer, et à ce sujet, qui veulent détruire les nations. Et ce Covid est une opportunité pour détruire les organismes sociaux de toutes sortes. Mais on voit avec l'hôpital, notamment, mais avec l'endettement qu'ils font de la sécurité sociale ou de l'assurance chômage, c'est la même chose. Mais également pour diviser les peuples. C'est-à-dire entre les gens qui vont être, en instaurant des apartheids, en définitive, entre des gens qui seront dociles et obéissants et des gens qui ne le seront pas. Et que demain, on appellera la 5e colonne, croyez-moi. Parce que les risques, vous savez, s'ils voient que les peuples se réveillent et qu'ils risquent de prendre le pouvoir, les risques de guerre, croyez-moi, ils vont augmenter très sérieusement. Parce que la solution pour eux, c'est la fuite en avant et de se dire, bon, on n'arrive plus à maîtriser, on déclenche une guerre. Ça, c'est la fuite en avant est tout à fait possible. Et ça, c'est des formes de barbarie et on commence à les avoir en perspective. Et ça donne un autre éclairage aussi à notre première discussion. Alors, voilà. Luc, je voudrais juste, on a quelques questions à te poser, Christophe aussi. Très honnêtement. Alors, j'aurais voulu parler du tronc commun, si tu voulais bien aussi, Didier. Voilà, alors, Bernard, parce que c'était aussi le sujet principal que je voulais aborder ce soir. Alors, je voulais d'abord prolonger ce qui avait été dit précédemment pour introduire et pour que les gens voient un peu qui je suis et ce qu'on propose avec les gens. Alors, moi, je te pose. Alors, tu vas parler de ce tronc commun que j'ai trouvé personnellement une excellente idée. D'ailleurs, c'est ce qui m'a motivé que tu sois là ce soir. Mais quelles sont les chances? Quelles sont vos chances? Eh bien, ça dépendra du tronc. Voilà. Je vais expliquer ce qu'est le tronc commun, puis on verra les chances. Les chances, aujourd'hui, elles sont minimes. Puisque quand j'ai lancé un P6R il y a 2 ans et demi maintenant, effectivement, ça aurait été possible
s'il y avait eu, comme tu disais, un emballement avec un certain nombre de gens qui avaient suivi cet espoir à l'époque, qui s'ouvrait, qui se mettait en place. Aujourd'hui, force est de constater que l'engouement qu'on aurait pu espérer, enfin bon, qui était peu probable déjà à l'époque, mais il fallait tenter de toute façon. On ne pouvait pas rester les deux pieds dans le même sabot, il fallait bien faire quelque chose, et c'est pour ça que j'ai fait ça. Même si les chances étaient faibles, et maintenant je le dis très clairement, il faudra un miracle pour qu'il se produise ce tronc commun. Mais c'est pas parce qu'il faudra un miracle qu'il ne faut pas le tenter. Et d'ailleurs, alors qu'est-ce que c'est que le tronc commun? Le tronc commun, c'est de se rendre compte que l'oligarchie mondialisée, elle représente en France au mieux 20%. Ça veut dire qu'il y a 80% des gens qui sont dans l'opposition aujourd'hui. Et quand je dis 80%, c'est 80% encore des gens qui sont inscrits sur les listes électorales. Donc on ne compte même pas les non-inscrits. Donc on a vraiment une masse gigantesque de gens qui sont, c'est le réveil des peuples, comme on disait tout à l'heure, mais il y a des gens qui sont endormis, mais qui sont inactifs. Il y en a énormément qui sont dans cette situation, ou qui sont endormis, mais également par toutes les addictions télévisuelles, mais des drogues également, hein, parce que les usages de stupéfiants, c'est pas négligeable du tout dans le processus d'endormissement, les jeux vidéo et toutes ces choses-là, qui détruisent en définitive les cerveaux. Donc, le tronc commun, c'est de dire, essayons, tous ces gens d'opposition, qu'ils viennent de droite comme de gauche, de se mettre d'accord sur un ensemble de mesures qui ne peuvent pas être des mesures programmatiques, qui ne peuvent pas être des mesures du style sur l'immigration, par exemple, parce qu'on sait que ça va diviser les gens. Mais donc, du coup, ça ne peut être, et c'est ce qu'on a réussi à décompter, que des mesures, d'une part, de nature constitutionnelle, pour remettre de la démocratie en France, pour commencer, et donc refonder une constitution, changer les règles du jeu. Ça, c'est un premier ensemble de mesures. Et un deuxième ensemble de mesures, une dizaine de mesures d'urgence, notamment une qui ressort de la consultation qu'on fait sur notre site, c'est d'investir dans l'hôpital, dans la santé, par exemple. Alors, ce tronc commun, nous, on a envoyé un certain nombre de courriers et on est en contact avec plein d'autres candidats d'opposition, des candidats citoyens comme des candidats, des petits candidats, je dirais, à l'échelle nationale, au moins pour l'instant, parce que l'idée est vraiment d'aller, y compris s'adresser aux gros candidats d'opposition, pour leur dire, tel que vous êtes parti là, vous n'avez aucune chance. Vous n'avez aucune chance, Macron ou Pécresse, mais c'est les mêmes, il va être élu, ou elle va être élue, mais c'est exactement la même politique de toute façon. À partir de là, si on arrive à se mettre d'accord sur ce tronc commun, sur ce changement simplement des règles du jeu, on rebat les cartes, on débloque la situation politique, ou comme tu le disais en introduction, Bernard, en définitive, on change de politicien, mais au fond, c'est toujours la même politique qui est en place. Et bien là, avec ces nouvelles règles du jeu, eh bien, on peut changer justement le fonctionnement de la démocratie et donner du pouvoir au peuple, être plus proche d'une vraie démocratie. C'est ça l'idée. Et donc, nous avons, j'ai déjà envoyé pas mal de courriers, on s'est réunis hier, on a réussi à faire une première réunion, il y a déjà eu des tentatives, notamment avec Olive, il y a eu et Jérémy Clément qui ont fait une émission il y a le 4 janvier, etc. Il y a plein qui essayent de se concentrer. Oui, mais excuse-moi quand même, je veux rebondir tout de suite là. Bien sûr que l'initiative était absolument magnifique et je salue par la même occasion Olive pour ce qu'il a fait, mais quand même. Moi, j'en ai conclu à une petite mascarade. Je vais te dire pourquoi, parce que ce qui m'aurait franchement convaincu, c'est dans le cadre de ces gens qui étaient là, bien sûr, c'est qu'à la fin, ils prennent la décision qu'il n'en est plus qu'un, ou en tout cas plus qu'une. Pourquoi pas? Mais le problème, il est là, c'est qu'ils veulent tous faire l'union, mais derrière eux. C'est ça le problème de la résistance. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème en France, quand on n'arrêtera pas de faire comprendre qu'il est impératif que de soutenir le bien commun, de soutenir le peuple, et qu'on n'est pas là pour avoir ni un poste, ni être le futur président de la République, parce que je crois que, et d'ailleurs c'est ce qui fait que je suis un peu négatif dans l'action que vous avez, parce que je crois qu'on doit avoir une centaine de présidents de la République dans les tiroirs, et on doit avoir peut-être 1000 ministres. C'est magnifique. On va pouvoir faire un gouvernement absolument incroyable. Donc il faut que ça cesse. Et
je pense que ce que tu proposes ce soir, et c'est pour ça que je t'ai invité, effectivement, ce tronc commun, si lors de cet événement, ils avaient pris la décision à la fin de leur réunion de d'élire une seule femme ou un seul homme, là, j'aurais dit bravo messieurs, bravo mesdames. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils veulent l'union, mais derrière eux. Alors, qu'est-ce que tu entends, toi? C'est exactement ça. Bah, après, c'est pour ça que moi, ce que je propose dans le tronc commun, c'est-à-dire, c'est l'idée. Moi, je suis pas forcément, c'est pas forcément moi le candidat derrière de ce tronc commun. Moi, je me mets au service de celui qui sera le mieux placé pour faire ça. Bravo. Tu te rappelles, Bernard, on se connaît, donc c'est pour ça aussi que tu m'as invité, je pense. On avait fait le Concordat républicain, qui était déjà un peu ça, il y a au mois de juin dernier. C'était exactement la même idée. Hein, et qui est-ce qui avait été déjà à l'époque pour dire il faut un candidat unique? Tu te rappelles? C'est même moi qui ai participé énormément à la rédaction du compte-rendu. C'est pas pour rien, si tu veux. Il n'y a pas de hasard dans la vie, si tu veux. C'est toi. Mais là, maintenant, le problème, c'est que là, le mur, il arrive, là. Et quand les gens approchent du mur et qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne vont pas pouvoir se présenter, donc tout ce qu'ils ont fait, tout le travail qu'ils ont fait, qu'ils ne vont pas avoir les 500 signatures, y compris des gens comme aujourd'hui, tu vois, sur le tronc commun, il y a Kurmanovic, les gens de la gauche souveraine qui m'ont répondu, tu vois, et qui me disent ah ben non, il est hors de question, on a des milliers de militants, on a déjà 300 signatures et on continue, il est hors de question qu'ils se désistent. Mais je leur ai répondu dès aujourd'hui en disant mais quand vous allez vous apercevoir qu'avec vos 300 signatures, vous ne pourrez pas vous présenter, ça va vous donner quoi? Qu'est-ce que ça va? Vous allez vous apercevoir de quoi? À part que vous allez avoir gâché 300 signatures de maire, qu'il suffirait de les mettre ensemble pour changer la règle du jeu, changer, et là, se dire, attention, on peut se retrouver sur un certain nombre de mesures, pas sur un programme complet. Sur un programme complet, c'est impossible. Hein, mais sur un ensemble de mesures, et on les met au pied du mur, en leur disant, attendez, vous voulez vraiment, si vous pensez que la France est en danger, et les nations sont en danger, comme ils détruisent la France, comme ils détruisent l'Italie, au profit des plus gros pays d'Europe, et essentiellement l'Allemagne, hein, soyons clairs quand même. Hein. Et donc, on en est là. Donc, c'est les mettre au pied du mur aussi, ces gens-là, les mettre face à leurs responsabilités. Mais demain, on dira la même chose. Demain, quand on ira voir les gros candidats d'opposition, Jean-Luc Mélenchon, tu vois ici, ce qui est marqué, ça s'appelle une perspective, la 6e République. C'est-à-dire pour changer le système. Parce que pour changer le système, il faut changer la Constitution. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est vraiment taper le haut du droit. Ce n'est pas les lois qu'il faut changer, c'est la Constitution. C'est là qu'est le nœud gordien. D'ailleurs, si Macron, aujourd'hui, avec le SPD allemand, ils veulent réintroduire une Constitution européenne, ce n'est pas pour rien. C'est ça leur projet aujourd'hui. Hein, ils veulent faire ça, vous allez voir. Ils vont faire ça. Et donc Mélenchon, c'est de le mettre au pied du mur et de lui dire mais tu veux la 6e République? Eh bien, nous, on fait les changements constitutionnels pour pouvoir le faire. Est-ce que tu es prêt à te désister? Marine Le Pen, la même chose. Vous pensez que la France, elle est en danger? Qu'elle est en train d'être détruite? Ou Villiers qui dit la même chose derrière Zemmour? Eh bien, désistez-vous parce que le préalable à tout ça, c'est de vaincre Macron, c'est de vaincre l'oligarchie. Alors, Luc, franchement, quand tu fais une analyse du système actuel, on voit bien que nos chers professionnels de la politique se sont organisés, se sont structurés au fil des années. Et nous, la tête dans le guidon, les gens qui sont là pour payer leur crédit, qui n'ont peut-être pas spécialement assez de temps de se préoccuper de la vie de la nation, de la vie de la patrie. Et aujourd'hui, 80% de ces personnes sont complètement dégoûtées, ne votent plus. Et donc, à partir de là, sont complètement en désintérêt de la vie politique de leur pays. Et donc, le fait qu'ils aient bloqué les citoyens, notamment par cette histoire absolument nauséabonde d'avoir les 500 signatures, qui sont pratiquement impossibles à avoir. Pourquoi? Parce que les maires de ces communes sont tenus, à cause de ces partis politiques, qui aujourd'hui leur disent attention, hein, tu avais besoin d'une subvention là pour construire un rond-point ou pour une école ou pour autre chose. Et donc, si tu donnes tes voix, tu n'auras rien du tout. Mais parce que c'est nominatif, Bernard. Donc, oui, non, mais maintenant, ça n'était pas. Hein. Alors, il y a des propositions qui ont été faites, notamment par une femme que j'apprécie dans sa démarche, c'est Valérie Bugeaud,
qui prône justement le fait de supprimer tous ces partis politiques. Et franchement, moi je vois dimanche sur l'estrade à Turin, quand j'ai dit plus de partis politiques, basta, basta, mais tous les gens ont applaudi, ont hurlé. Quand j'ai cité le nom de M. Mattarella, tout le monde a hurlé. Donc, ce fait qu'ils empêchent les citoyens et des hommes comme toi ou des femmes comme toi d'aller en politique pour essayer de pénétrer dans cette pyramide Macron, tu dis quoi, toi? Parce que tu es conscient de cela, mais tu y vas quand même. Bernard, je voudrais dire un truc, parce qu'il y a une chose quand même qui me chagrine. Qu'on change ou qu'on appelle ça la 6e République, je veux bien. Mais il y a une chose que vous ne pouvez pas oublier. C'est que la Constitution d'origine, ils l'ont modifiée sans demander au peuple. C'est-à-dire que si on prenait au jour d'aujourd'hui ce qui est affiché à l'Assemblée ou sur le site du Sénat, la Constitution de 1958 qui apparaît, c'est pas celle qui pratique. Ils l'ont modifiée pendant 20 ans. Donc ce qu'il faudrait faire, en même temps que la 6e République, revenir à une constitution qui était la constitution d'origine de 1958. Parce que là, les vraies règles, regardez ce qu'a fait Macron en utilisant la déclaration de guerre, comment il manipule les articles de loi, l'article 15, l'article 16 de la Constitution, qui manipule à son gré. Christophe, je te demanderai de parler un petit peu plus doucement parce que ça me casse pardon, mais là, pardon. Donc je vais baisser. Je vais conserver mes tympans, essaye de parler. D'accord. Non, mais c'est pour dire que la manipulation qui a été faite sur la Constitution depuis des années par différents présidents de la République, mais c'est invraisemblable. On ne respecte même plus la Constitution d'origine. Et les Français ne le savent pas. Les Français ne le savent pas. Alors justement, c'est ça qui hein Luc, vous êtes d'accord avec moi, Luc? Je suis à 100% d'accord avec toi. Je crois que c'est 32 modifications constitutionnelles depuis 1958. Et avec des pouvoirs qui sont donnés, alors ça on n'en parle pas souvent, mais avec des pouvoirs qui sont donnés exorbitants à des trucs comme le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État, c'est-à-dire des organismes non élus, désignés exactement entre eux. Et puis on voit bien aujourd'hui, et on le voit bien avec le pass vaccinal et sanitaire, que ces gens-là, en fait, ils sont complètement au bot du système. Et que, en fait, il suffit qu'ils adoptent, ils disent « Oh non, enfin, pour le pass sanitaire, ils ont dit « Oh ouais, ça c'est un peu dur, mais il faut que ça soit temporaire. » Puis les autres derrière, ils ont dit « Ça sera jusqu'au mois de juillet. » Et le pass vaccinal, maintenant, il n'y a plus de limite de durée. Et ça passe quand même. Non, voilà, donc, mais il y a vraiment… C'est bien là qu'il faut jouer, quoi. C'est pour ça que il n'y a pas de date pour le pass vaccinal. On n'arrivera à rien, sinon. On n'arrivera à rien. Il n'y a pas de date, Christophe. Hein. Ouais. Non, mais je sais, mais… Ils ont dit jusqu'en juillet, mais aux grandes gueules, il y a un parlementaire qui a avoué qu'il n'y avait pas de date. Ah non, mais ils font de la manipulation. Il n'y a plus de date de fin. Il n'y a plus de date pass vaccinal. Terminé. Ouais, je sais, mais ils font que ça. Ils trompent les gens en permanence, d'accord? Et quand on sait comment ils pratiquent, parce que ce qu'on voit pour la Constitution, on ne le vit pas pour la Constitution. On le voit dans l'inflation des lois. Ils font exprès de démultiplier des lois en créant de l'inflation sur les lois. Ils mélangent en plus les décrets. Un décret ne remet pas en cause une loi. Oui. Ils manipulent l'opinion avec des décrets qui ne modifient pas les lois. Oui. Donc c'est illégal et personne ne fait rien. C'est un des trucs qu'ils ont modifié aussi dans la Ve République, c'est que normalement les décrets devaient forcément être que la mise en œuvre d'une loi. Or que maintenant ils font des décrets même complètement indépendants de toute loi, ce qui est normal. Voilà. Ce que nous on propose dans la Sixième République, c'est en dehors du tronc commun. Le tronc commun, c'est plus simple que ça. Mais on interdit ça parce que c'est énorme. Mais le problème, c'est que normalement, ils n'ont même pas le droit de le faire. Ben oui, c'est illégal. C'est illégal. Dans la Constitution. Ça fait partie des changements qu'ils avaient introduits dans la Constitution. Donc, ce qu'il faut faire, c'est abolir la Constitution. C'est-à-dire tous les modificatifs qui ont été faits, il faut les modifier. Il faut revenir à ce qu'on avait à l'origine. Il faut tout remettre à plat complètement. Et puis, bien sûr, un autre élément important que nous, on propose dans la Ve République, c'est de remettre le droit naturel. C'est le préambule. Parce que on dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
en fait, il y a plein de problèmes dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de réaffirmer le droit naturel, qui est normalement la base de tout le droit. Hein, et ça, c'est très important. Parce que ce qu'on nous, on appelle les besoins du corps et de l'âme, si tu veux. Les besoins du corps et de l'âme, on ne le sort pas de nous, si tu veux. C'est des philosophes qui ont travaillé sur ces sujets-là. Et nous, on s'est juste inscrit dans ce sillon-là, et notamment Simone Veil et Michel Clouscar, mais surtout Simone Veil. Et c'est vraiment pour donner aussi, parce que tu parlais d'espoir, mais dans cet espoir, dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, c'était hyper matérialiste, capitaliste, mais même les sociétés socialistes, communistes qu'on a pu connaître par le passé ou qui existent encore aujourd'hui, sont extrêmement matérialistes. Et je pense que pour donner un espoir, il faut aussi, parce que l'homme n'est pas que matière, n'est pas qu'objet, il y a aussi des dimensions sentimentales, des dimensions spirituelles qui sont importantes et qui doivent fonder aussi notre vie, parce que nous ne sommes pas que des marchandises, nous ne sommes pas que des gens qui s'échangeons des objets. Luc, je voudrais aussi savoir une chose. Donc, aujourd'hui, si je te pose la question, tu as combien de signatures de maire? Nous, on n'a jamais cherché de signature. C'est très simple parce que je sais depuis le début qu'on va arriver à cette situation-là, si tu veux. Et donc, moi, c'est ce que je te. Moi, dans ce bouquin qui est sorti il y a 1 an et demi, qui est un tout petit bouquin, qui est Émergence, la stratégie, elle est déjà posée depuis le début. Cette stratégie que je viens de dire là, qu'il faut que les candidats d'opposition se désistent, c'est dès le départ qu'on sait. Mais tu te rends compte que Kurvanovic, là, qui nous a écrit aujourd'hui, il suffit que lui, il se désiste sur le tronc commun et qu'il y en ait un autre du même acabit. Dupont-Aignan, Philippot, des gens de ce Tagab, ou Montebourg, qui s'est retiré de la course, qui avait peut-être une centaine de signatures, et quelques candidats citoyens, mais ça y est, on les a, les 500 signatures. Lui, il en a 300. Dis-moi, d'après toi, il suffit de 2 ou 3 comme ça, et on peut se présenter. Oui, c'est pas si farfelu que ça, mine de rien. Oui. Pourquoi Montebourg? Il faudra un miracle, je dis pas que. On verra bien. Luc, tu voulais intervenir? Oui, moi j'ai essayé parce que moi j'ai des enfants, directement et indirectement, parce que justement on a des familles décomposées et recomposées. J'ai essayé de les convaincre. Le problème, c'est que les enfants, ils nous écoutent pas non plus. Hein. On a un vrai problème d'écoute. Mais c'est pas la faute de nos professeurs, c'était la faute des parents qui devaient commencer quand ils étaient tout petits à leur expliquer. On lui a enlevé la patrie, la famille, on lui a enlevé Dieu, on lui a enlevé tout et on lui a laissé les dogmes du succès, de l'argent, du futur comme ça facile. Et après, les parents sont venus toujours à l'école. Et ils m'ont toujours dit, vous êtes trop sévère, il ne faut pas les musculer. Forcément, il ne faut pas les musculer. Parce que comme ça, ils allaient, c'est la grand-mère. Pour ça, ils touchaient de l'argent d'un parent divorcé et de l'autre parent divorcé. Ça, c'est la vérité. Ouais. Mais il y a quand même des jeunes qui bougent. Et je ne veux pas entendre d'histoire. Et si tu me permets, Bernard, demain, je ne sais pas si tu connais, il y a Akina du Front médiatique qui reçoit justement l'Assemblée des jeunesses résistantes. Et demain, justement, ils se font une émission sur la chaîne d'Akina. Bon, c'est une chaîne concurrente, mais je pense qu'ils font partie de la résistance. Et comme c'est des jeunes, je pense que c'est important d'en parler. Justement, c'est une question que je voulais aborder. Et c'est bien pour ça, l'espoir. Parce que moi, si je me suis engagé, c'est pas pour moi. Moi, ma vie, elle est faite. C'est pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Alors, on va laisser, bien sûr, le final, le feu d'artifice à Luc Laforêt. Donc, Luc, est-ce qu'on a pu t'aider? L'avenir le dira. Et puis, de toute façon, c'est toujours une pierre. Et puis, une pierre, c'est un pas après l'autre. Et puis, ce que dit Luigi, c'est bien ça. On se bat pour ça. On se bat pour changer le système. Mais on se bat aussi pour rester ce que nous sommes. C'est-à-dire, c'est ça la vie, c'est la diversité. La vraie diversité, c'est qu'un Allemand est un Allemand, un Français est un Français, un Italien et tous les peuples du monde doivent vivre. Et cette atrophie de l'uniformisation, c'est un monde infernal qui nous prépare. Il faut tout faire pour l'éviter. Luc, écoute, en tout cas, au nom de la chaîne de TVADP, de toute son équipe, on te souhaite bonne chance. Bien que tu saches que je sois contre, mais on te souhaite bonne chance parce que je ne suis pas pour les politiques, tu le sais bien, je suis pour tout ce qui est mouvement apolitique, mais on a tenu lors de cette première émission de te donner
la parole parce que, effectivement, c'est une solution aussi. Alors, j'ai oublié un truc peut-être, parce que je crois que c'est important. Parce que ce que tu viens de dire, moi, je pense la politique. Pourquoi je fais de la politique? Parce que je pense que c'est important. Parce que le dégagisme, on a vu dans les pays d'Afrique du Nord, en Tunisie, au Liban, en Algérie, en Égypte, ils se sont battus, ils ont dégagé des gouvernements. Ils y sont parvenus. Mais derrière, ils ne savent pas quel projet, quoi faire. Et ce que nous, on propose, il y a un vrai modèle de société qui repose justement sur deux pôles, sur les salariés et sur les petites et moyennes entreprises. C'est ça le nouveau modèle. Et des modèles comme ça, je vais vous donner un espoir. C'est que les agriculteurs en Inde, ils viennent de gagner après une lutte de 1 an. 1 an de lutte, ils ont encerclé New Delhi. À 300 000, ils se relevaient les paysans. Et c'était les paysans. Il y avait les patrons paysans, les propriétaires terriens, les paysans qui étaient les salariés paysans et les intermédiaires agricoles. Ils se sont mis tous les trois ensemble, donc les petits patrons avec les salariés et les intermédiaires, et ils ont fait bloquer le projet de Modi, qui était un projet mondialiste qui voulait justement faire big agriculture, comme il y a big pharma, hein, et qui voulait faire big agriculture en Inde. Eh bien, ils ont gagné. Et c'est ça le modèle, c'est ça l'espoir de demain. Donc, il y a un modèle de société qui est possible. Ça, c'est un vrai espoir. Merci Luc, nous allons rendre l'antenne.